Ok, bonjour tout le monde. Donc, vous avez le son, vous n'avez pas l'image, mais je vous ai quand même envoyé un diaporama. Alors, le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, c'est la propriété intellectuelle et l'intelligence artificielle. Alors, quelles sont les problématiques qu'on peut imaginer sur ce sujet? Eh bien, ce matin, j'imagine qu'on vous a parlé en long, en large et en travers d'une intelligence artificielle, de sa conception et des éléments techniques. Mais est-ce qu'une intelligence artificielle a des droits? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. J'avais déjà répondu précédemment sur la question du droit des robots. Mais si on affine et qu'on se pose la question du point de vue du droit de la propriété intellectuelle, on pourrait se demander si une intelligence artificielle peut avoir la qualité d'auteur. Et puis, on pourrait se demander aussi si elle peut avoir la qualité d'inventeur. Alors aujourd'hui, l'IA, c'est une opportunité pour les métiers du droit. Alors, est-ce que ce sont des questions ridicules qui n'intéressent que les juristes? On peut se poser la question et donc je vous propose une réponse en image, la preuve par l'exemple. Donc là, il y a une petite vidéo à lancer. Vous l'avez lancé? Parce que si j'ai pas le son, je ne sais pas où on en est. Enfin, il faut mettre le son. Oui, mais il n'y en a pas besoin de m'entendre pendant la vidéo. En fait, c'est nous qui avons l'intention. L'algorithme, il n'a aucune intention de créer. Nous, on s'en sert comme un outil très puissant et un outil qui a peut-être une forme de créativité, mais on est les artistes parce que malgré le fait que l'algorithme crée une image, en fait, c'est nous qui avons l'intention. L'algorithme, il n'a aucune intention de créer. Nous, on s'en sert comme un outil très puissant et un outil qui a peut-être une forme de créativité, mais il n'empêche que les gens qui ont décidé de faire ce sujet-là, c'est nous. Les gens qui ont décidé d'imprimer sur de la toile et de mettre signé avec cette formule mathématique et de le mettre dans un cadre en or, c'est nous. Voilà, alors, comme vous le voyez, on est en train de parler d'un tableau qui s'est vendu 350 000 euros. Il y en a une dizaine dans la série. Vous pouvez vous rendre sur le site du collectif qui travaille sur ces œuvres, sur le site obvious-art. Et alors, ce qui est intéressant dans cette dimension, c'est que comme vous l'avez vu dans la vidéo, les toiles sont peintes. Ce ne sont pas des œuvres numériques, ce sont des œuvres réelles. Donc aujourd'hui, on peut se poser une vraie question, c'est toujours des questions qui sont restées, mais qu'est-ce que l'art? Et à partir du moment où il y a une valeur marchande, est-ce que c'est une folie spéculative de payer ces tableaux aussi chers, sachant que, donc vous l'avez compris, c'est une fausse famille qui a été représentée à travers les différents courants de peinture que l'IA a étudiés.
Au bas de chaque toile, vous allez trouver la formule mathématique qui a été utilisée pour cette conception. Et donc, c'est un courant de pensée qui s'appelle le GANisme. Donc, réseau antagoniste génératif, est-ce que c'est une folie? Je vous pose la question. Mais une réalité, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir des intelligences artificielles qui vont peindre, qui vont coécrire, qui vont créer, qui vont inventer. Alors, sur cette question créer, je vois déjà des gens bondir parce que, comme vous le disait l'artiste, qui est à la fois d'ailleurs scientifique et artiste, créer, ça implique une intention, ça implique la volonté. Mais si l'intelligence artificielle reflète le cerveau humain, tout est envisageable. Et je crois que la personne qui parle après moi vous dira qu'aujourd'hui, finalement, l'intelligence artificielle, telle qu'on pourrait l'imaginer, n'existe pas encore. Mais la question se pose. Alors, un petit tour sur la propriété intellectuelle, parce que je vous parle de cet objet, c'est une branche du droit. Hein, vous avez sous les yeux, en fait, tout ce que ça recoupe. Donc, vous allez trouver d'un côté le monde de la procédure, qui est la propriété industrielle, qui va recouper les marques, les brevets, les dessins et modèles, les certificats d'obtention végétale et la topographie des semi-conducteurs que j'ai pas mise là parce que c'est quelque chose d'assez marginal. Donc c'est un monde très procédurier où il faut faire des dépôts et vous devez faire face à des offices. Et puis à droite, vous allez avoir le monde de la propriété littéraire et artistique, et en particulier les droits d'auteur, dans lesquels vous allez retrouver les livres, les écrits littéraires, artistiques, scientifiques, les œuvres de peinture, de dessin, les tours de cirque ont des droits d'auteur. Et on va trouver également le logiciel. Et c'est en cela qu'on doit aussi se poser la question, aujourd'hui, quels sont les droits d'auteur d'une IA sur le logiciel? Je vais vous répondre après. Et donc j'ai également mis des éléments qui sont périphériques à la question de la propriété intellectuelle, mais qui sont en liaison directe. On va trouver parmi eux le savoir-faire au sens juridique du terme, c'est-à-dire quelque chose qui est secret, substantiel et identifié. Je donne souvent cet exemple. La recette du pain pourrait être quelque chose de confidentiel si personne ne l'avait jamais publié, ou le Coca-Cola. Et c'est pas parce que vous passez du temps avec un boulanger que vous savez faire du bon pain. Donc, ce qui est intrinsèque au boulanger va s'apparenter à du tour de main, mais ce qui est secret, par exemple un ingrédient secret, par exemple un enchaînement de techniques pourrait être secret, ça serait du savoir-faire. Et ça vient compléter un brevet. Et puis les marques, qui sont des signes distinctifs, sont aujourd'hui complétées par les noms de domaine qui permettent d'accéder à ces marques en ligne. Et donc la question qui va se poser, c'est qui est auteur de toutes ces œuvres et de toutes ces inventions et de tous ces droits quand on est face à une intelligence artificielle. Alors on pourra vous donner des tas de définitions de l'intelligence artificielle. Moi j'ai fait au plus simple, j'ai été voir le dictionnaire Larousse et Wikipédia. Et donc on nous dit, donc l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Là, on sent bien dans cette définition qu'on n'est pas dans quelque chose d'incarné. On n'attribue pas, on ne concède pas d'attribut de personnalité à cette intelligence artificielle. Et donc, c'est une question importante parce que en matière de droit d'auteur, donc, la question qui va se poser, c'est la question de la personne physique. Aujourd'hui, en France, la qualité d'auteur est étroitement liée à la personne physique, puisqu'en fait, c'est grâce à cette personne physique, grâce à sa personnalité, qu'on va apprécier l'originalité d'une œuvre. Et cette originalité est nécessaire pour que cette œuvre soit protégée au titre des droits d'auteur. Et puis, le droit moral qui est attaché à chaque œuvre, le droit moral de l'auteur est un droit de la personnalité. C'est un droit qui va permettre, par exemple, à un auteur d'exercer un droit de retrait. C'est un droit qui va vous permettre d'exercer un droit de paternité. Quelle est, en matière d'intelligence artificielle, quelle est la personnalité de cette intelligence artificielle? Mais on voit bien que, et si je reviens sur l'idée que j'avançais précédemment, plus cette IA gagnera en autonomie, plus la question sera posée.
de savoir ce qui ressort de l'œuvre d'origine, ce qui était un processus nécessaire, ou bien ce qui ressort de l'autonomie qui a été prise par cette intelligence artificielle. Alors, on pourrait également étudier chacun des droits que je vous ai présentés avant. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut être qualifiée d'inventeur au sens du droit des brevets? Est-ce que demain, l'intelligence artificielle sera qualifiée de producteur de bases de données, sachant qu'aujourd'hui, en matière juridique, le producteur de bases de données, c'est celui, pour faire simple, qui réalise les investissements qui sont nécessaires à la collecte des données. Et la base de données elle-même est qualifiée uniquement si les éléments sont ordonnés et individuellement accessibles. Ce ne sont pas des choses mises en vrac dans un ordinateur. Donc, peut-être qu'on pourra trouver de l'autonomie demain chez une intelligence artificielle qui classerait des données et qui les ordonnerait, non pas parce qu'elle en a reçu les instructions, mais parce qu'elle a une forme d'autonomie. Et donc, si aujourd'hui l'intelligence artificielle n'a pas de droit, ce que certains défendent, hein, finalement, une intelligence artificielle, elle exécute et elle apprend de ce dont on la nourrit. Vous voyez par exemple que les intelligences artificielles qui jouent au Go, elles ont appris des tas et des tas de parties et elles ont exécuté des tas de combinaisons. Et ce qui les a rendues puissantes, ce n'est pas le fait d'avoir pensé ces parties, c'est le fait d'avoir la capacité de les mémoriser en temps réel, de pouvoir recalculer les coûts et d'avoir en gros une très très grosse bibliothèque de données avec tous les coûts et d'avoir aujourd'hui une puissance de calcul parce qu'on s'est amélioré pour leur permettre de travailler, on s'est amélioré pour avoir plus de vitesse. Et donc aujourd'hui, c'est parce que la technologie s'est améliorée que l'IA est devenue performante. Mais l'IA de demain, celle qu'on ne connaît pas encore, qui va peut-être avoir même une forme physique humanoïde, qui pourra se matérialiser dans un robot, peut-être que celle-ci, elle revendiquera des droits. Alors on pourrait se demander également si ce n'est pas le créateur de l'algorithme qui doit être propriétaire des droits. Et aujourd'hui, selon les situations, c'est le cas. On va donner la paternité. Comme je vous l'ai montré, le logiciel est protégé par le droit d'auteur. En matière de propriété intellectuelle, dans le code français, ce qui est prévu, c'est que, sauf disposition plus favorable, les logiciels créés par les employés, par les salariés, appartiennent à leur employeur. Donc aujourd'hui, un créateur qui serait salarié, qui créerait un algorithme, cet algorithme est même conduisant à un logiciel, à une intelligence artificielle, on peut imaginer que tout l'ensemble appartiendrait soit à lui, soit à son employeur. Mais comment va-t-on apprécier la question pour les intelligences artificielles qui vont créer des intelligences artificielles? Alors bien sûr, on pourra remonter à la source, mais à combien de niveaux? Et donc, la question, en tout cas du point de vue juridique, sera vraiment posée. Alors, pourquoi toutes ces questions? Eh bien, parce qu'en fonction des réponses, vont découler les droits à revendiquer, comme par exemple le droit d'exploitation. En matière de droit d'auteur, on parlera plutôt de droit de reproduction, de droit de représentation. On va avoir aussi du droit de distribution. Et en matière de brevet, on va parler plutôt de droit d'exploitation. Et le droit de produire, de faire produire, de commercialiser. Et donc, évidemment, tout le partage de la valeur. Donc, la question de à qui ça appartient, ce n'est pas neutre. Vous voyez, aujourd'hui, à qui appartiennent les 350 000 euros? Alors, en l'état actuel du droit, selon les conventions qui ont été passées par les artistes, on peut imaginer que la propriété de ces droits leur revient. Mais demain, la question restera posée. Et bien évidemment, qu'on se posera également la question de la responsabilité. Parce que ces IA qui vont produire des œuvres, peut-être que demain, elles vont produire des contrefaçons. C'est très possible. La contrefaçon en France s'apprécie par la ressemblance. On l'a vu, pour créer cet ensemble de tableaux, cette intelligence artificielle est allée apprendre. Elle est allée apprendre des styles. Elle a enregistré des éléments sur les peintures qu'elle avait dans sa mémoire. Donc,
elle a forcément fait quelque chose à la manière de Cézanne, à la manière de Renoir. Donc, on peut se poser la question. Donc, quand je vous dis ça de cette manière-là, bien évidemment qu'on n'imagine pas que cette IA ait des droits. Mais demain, encore une fois, avec l'évolution, la question mérite d'être posée. Alors, je voulais terminer un petit point sur l'intelligence au service du droit. Je vous ai parlé de la propriété intellectuelle, mais demain, les intelligences artificielles évoluées pourront faire de la prédictibilité des décisions de justice. Il y a déjà eu des tests, en particulier aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, on peut même aller tester des jurys. Eh bien, demain, on dressera des intelligences artificielles pour leur apprendre à apprécier les décisions de justice en fonction du juge, en fonction du cas, en fonction de la loi, de l'évolution, etc. Et on peut imaginer, bien entendu, que ça se fera en temps réel. Et puis la question se posera de l'analyse et de l'élaboration des contrats. Analyser des contrats existants ou bien élaborer des contrats nouveaux à partir de grandes bases de données de textes. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et on a déjà eu des comparaisons faites entre des analyses produites par des juristes expérimentés et par une intelligence artificielle. Et les résultats ont été très intéressants parce que certes, l'intelligence a trouvé un grand nombre de points communs, presque 90% de points communs à relever sur ces contrats. Mais la différence, c'est que là où un humain a mis une heure, 2 heures, 3 heures, l'intelligence artificielle a produit son résultat en très peu de temps. Et donc, c'est là que va se jouer l'enjeu. Néanmoins, pour ma part, j'ai confiance en l'intelligence humaine pour pouvoir trouver d'autres chemins pour être producteur de valeur. Et enfin, si je recentre sur la question de la propriété intellectuelle, eh bien demain, avec l'ensemble du big data, toutes les données disponibles, toutes les données en open data qui sont de plus en plus disponibles, la recherche d'antériorité pour vérifier notamment en matière de brevets, parce que pour certains qui le savent peut-être, pour déposer un brevet en France, il faut qu'il soit d'une nouveauté absolue. Donc les offices vont regarder, en tout cas en Europe, s'il existe des antériorités. Eh bien, la recherche d'antériorité sera complètement bouleversée par le développement de la puissance des intelligences artificielles. Demain, peut-être qu'on peut imaginer que ces intelligences rédigeront des titres au même titre qu'un ingénieur brevet. Et puis, bien entendu, l'intelligence artificielle pourra rechercher des contrefaçons et pourra aussi les analyser et nous sortir un ensemble d'éléments pour pouvoir apprécier les fameuses ressemblances dont je vous parlais. Donc voilà, alors un mot de conclusion. Le droit est toujours en réaction à l'innovation. Le droit comment dire, les textes législatifs se produisent après l'existence d'une situation. Mais néanmoins, vous voyez qu'aujourd'hui, déjà maintenant, les juristes sont à l'œuvre pour essayer d'apporter des réponses à toutes les questions que j'ai soulevées dans cette présentation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, on va faire passer le micro. Je ne sais pas s'il fonctionne. Oui. Bonjour Madame Prieur. Donc la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que les intelligences artificielles, elles pourraient avoir une responsabilité en droit pénal puisqu'elles sont à l'origine d'une action? Cette action aura des conséquences avec des humains. Et est-ce que qui va être responsable d'une erreur qui aura été commise par une intelligence artificielle? Alors, merci pour cette question. Je vous invite à relire ma présentation du droit des robots, en fait, où je répondais à ce sujet. Donc, la question aujourd'hui n'est pas tout à fait tranchée. Il y a eu des textes au niveau européen. On aurait tendance à dire que l'intelligence artificielle n'est pas responsable. En fait, c'est le concepteur et donc derrière peut-être l'employeur du concepteur qui est responsable. La question s'est posée de nouveau puisque récemment, à l'automne dernier, on a eu des accidents avec des voitures autonomes. Après, vous allez voir, c'est comme dans tout le droit de la responsabilité, on va se reposer la question, est-ce que l'IA a eu une faille? Est-ce qu'il y a eu un comportement qui n'a pas pu être compris? Où se situe la responsabilité? Parce que bien entendu, le concepteur va toujours essayer de se décharger.
Donc, vraiment, vous pouvez reprendre ma présentation. Je peux l'envoyer si vous laissez vos coordonnées. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, bah, je crois qu'on a fait le tour alors. Merci. Ok, très bien. Merci à vous.